L'effondrement de l'archétype de l'homme français n'est pas un accident sociologique. C'est un siège silencieux mené contre l'épine dorsale de l'identité occidentale, utilisant les armes les plus insidieuses, la culture et la désorientation. Derrière la façade du progrès et de la révision historique incessante, opère un schéma froid et méthodique de démantèlement qui ne cherche pas seulement à redéfinir l'homme, mais à annuler sa fonction polarisatrice dans la société, transformant le pilier qui soutenait la nation en sable fin. La France, berceau des Lumières, de la raison structurante et du concept moderne de citoyenneté civique, est utilisée comme laboratoire, où la lente démoralisation de son héritage masculin sert de miroir et de pressage pour tout le continent européen, par extension, pour l'Occident civilisé. Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas l'évolution naturelle des rôles de genre, mais une punition culturelle orchestrée par des forces ayant intérêt à fragiliser la cohésion sociale et à atomiser l'individu. Cette punition opère sous le prétexte de corriger un passé patriarcal. Cependant, l'effet réel est la création d'une crise de sens si profonde qu'elle touche les indicateurs sociaux les plus sensibles. Le taux de natalité est en berne, l'engagement civique s'étiole, et la violence sociale ainsi que la désorientation existentielle surgissent comme le cri refoulé d'une masculinité sans carte. L'attaque est masquée car elle se manifeste comme l'air que l'on respire dans les médias, à l'université, dans les institutions, la rendant invisible pour celui qui n'a pas la clé de l'interprétation historique ni le courage de nommer l'antagonisme. Sans blague, la question centrale, qui déchire le voile de la cordialité politique et académique, est la suivante. Qui profite du démantèlement de l'archétype du père héros, de celui qui représente l'ordre structurel et le devoir civique? L'homme français, autrefois l'intellectuel engagé à la Victor Hugo, le militaire d'honneur ou le pilier de la famille bourgeoise, se retrouve aujourd'hui oscillant entre l'apathie désorientée et la culpabilité perpétuelle, devenant le champ de bataille où la tradition, le legs d'honneur et de raison, et la déconstruction, l'agenda global de fluidité identitaire, se livrent une guerre pour l'âme de la nation. Du coup, sentez-vous que la crise de sens qui frappe les hommes autour de vous n'est qu'un problème personnel, ou une pièce sur un échiquier bien plus vaste, manœuvrée par des forces qui cherchent la dissolution de votre identité? Et avant de continuer à décortiquer cette ingénierie sociale, allez, hop, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, parce que ça aide ce genre de contenu à atteindre plus de gens qui ont besoin de cette alerte. La France est l'épicentre de cette tension parce qu'elle porte le poids d'être la mère de la citoyenneté moderne, le laboratoire où les idéaux de liberté, égalité et fraternité ont été codifiés pour le monde entier. Cependant, c'est exactement ce poids historique qui en fait la cible parfaite pour l'ingénierie sociale. Quand on attaque l'homme français, on n'attaque pas seulement un genre. On attaque l'héritage des Lumières, la matrice de la raison et de la structure civique qui a façonné l'Occident. Ce qui est en jeu, c'est la structure de croyance qui permet l'organisation complexe de la société, et sans le principe actif de la masculinité, la force qui établit des limites, construit des institutions et assume le devoir de protection. Cette structure tend au chaos et à l'inertie. C'est grave, genre. Ce que j'appelle forces occultes ne sont pas des entités mystiques, en fait, mais des systèmes idéologiques qui opèrent dans les sphères du pouvoir culturel, politique et économique, dont l'objectif principal est de renverser l'ordre établi. En France, ce phénomène prend des contours dramatiques. La révision historique n'est pas seulement académique, mais devient une arme de démoralisation, insistant sur le fait que le passé masculin est une tâche de domination qui doit être extirpée. Ce discours, qui s'infiltre dans les écoles et les médias, génère une dissonance cognitive chez le jeune. Il est l'héritier d'une grande civilisation, mais il est éduqué à se sentir coupable de cet héritage, le paralysant dans le doute et le ressentiment. Le grand échiquier géopolitique et idéologique se manifeste en France avec une férocité particulière, par contre, en raison de sa vocation de leadership culturel en Europe. Si l'homme français est désorienté et désengagé, l'identité européenne elle-même se fragilise en son cœur rationnel et structurel. La crise masculine est donc la manifestation visible d'un conflit plus vaste, le choc entre l'universalisme à la française, l'idée que la raison et la loi s'appliquent à tous, indépendamment de l'identité, et le particularisme woke qui fragmente la société en groupes de victimes et d'oppresseurs. L'homme blanc français, dans ce nouveau paradigme, est figé dans le rôle d'oppresseur irrémédiable. L'économie mondiale, avide de consommation et de main-d'œuvre facilement substituable, profite aussi de ce démantèlement. Une population d'hommes désorientés, sans liens familiaux solides et sans sens élevé du devoir civique, devient une force de travail malléable et apathique,
incapable de remettre en question le système ou de s'organiser au profit de valeurs plus grandes que l'immédiat. La perte de l'énergie virile, qui traditionnellement impulse l'innovation structurelle et la résistance politique, mène à un déclin de la souveraineté personnelle, par conséquent, de la souveraineté nationale, rendant la France plus susceptible aux influences extérieures et aux agendas supranationaux. Il est fondamental de comprendre que la crise ne réside pas dans la nécessité d'adaptation, mais dans la destruction de la boussole interne. L'homme est sommé d'être fluide, de déconstruire son identité, mais on ne lui offre pas un nouvel archétype de force et de responsabilité pour remplacer ce qui a été démoli. Le résultat est le vide existentiel, un trou noir là où il y avait le sens du devoir civique et de la protection familiale. Le vide créé est rapidement comblé par des vices, des extrémismes, plus couramment par l'inaction, qui est l'outil de contrôle social le plus efficace pour les forces qui cherchent un Occident affaibli et sans cohésion interne. Bof, quoi. Par conséquent, ce qui se révèle en France n'est pas une simple mode, mais un schéma répétitif de démantèlement civilisationnel que nous avons déjà vu dans d'autres grands empires avant leur chute. C'est le signe que la société perd sa capacité à générer les gardiens de la police, se disposer à assumer des responsabilités impopulaires et à défendre les limites de la raison et de l'ordre, même sous la pression culturelle. L'apathie et la nécrose de la citoyenneté, elle est cultivée méthodiquement dans l'âme masculine française, menaçant l'héritage d'honneur et de raison conquis de haute lutte par ses ancêtres révolutionnaires et bâtisseurs. La crise de l'homme français ne peut être comprise sans regarder le contexte historique qui l'a transformé en cible. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a dû reconstruire non seulement ses villes, mais sa fierté. La figure masculine, marquée par la résistance et le devoir, est devenue le moteur de cette reconstruction, le pilier du gaullisme, de l'ouvrier fort et de l'intellectuel existentialiste. Cette masculinité, bien qu'imparfaite, était synonyme de structure et de solidité. Aujourd'hui, cette même solidité est diabolisée, étiquetée, patriarcat toxique, sans distinction entre la domination oppressive et la responsabilité protectrice. Le parallèle spirituel, dans ce sens, est révélateur. Dans de nombreuses traditions, l'homme est le prêtre du foyer, celui qui est responsable de maintenir le feu sacré de la famille, des principes et de l'héritage. Quand ce prêtre est désautorisé et démoralisé, le temple, la famille, la nation est vidée de son sens structurel. Ce que nous voyons en France, c'est la vacuité de ce temple civique. L'homme, par définition historique, est le gardien des limites. En étant convaincu que les limites sont oppressives, il les abandonne, et la société, sans frontières conceptuelles et morales, devient fluide et vulnérable. Le symbolisme est profond. La France s'est toujours vue comme la personnification de la raison. L'attaque subtile contre ces figures archétypales masculines, le philosophe, le guerrier, le père, est une attaque contre la raison structurelle elle-même. L'idéologie de la déconstruction tente de remplacer la raison, l'ordre des idées, par l'émotion, le chaos des sentiments et des identités fluides. Quand l'homme cède son rôle d'agent d'ordre rationnel, la société plonge dans l'hyperréactivité et la fragmentation émotionnelle, incapable de prendre des décisions basées sur des principes durables. Les forces antagonistes, les élites culturelles et médiatiques, agissent comme des catalyseurs de ce chaos. Elles contrôlent le récit de ce qui est considéré comme vertueux. En France, l'intellectuel qui adhère à l'agenda de déconstruction est récompensé, tandis que celui qui défend l'héritage d'honneur et de responsabilité masculine est ostracisé, étiqueté comme réactionnaire ou misogyne. C'est un système d'incitation inversé, où la passivité et la culpabilité deviennent les nouvelles vertus, et la proactivité structurelle devient le péché social. La grande tension réside dans la contradiction du discours. On exige de l'homme qu'il soit plus engagé dans la famille, mais toutes les structures légales et culturelles révisent son rôle de père de manière à diminuer son autorité et sa responsabilité. Le résultat est la confusion. L'homme, sans savoir ce qui est attendu de lui au-delà de la culpabilité, opte pour le désengagement, un phénomène visible dans l'augmentation de la solitude masculine et la réticence à prendre des engagements durables, comme le mariage et la paternité. C'est trop ça. Il est crucial de lier la crise identitaire à l'économie. Une masculinité affaiblie mène à un déclin de la productivité et de l'innovation à long terme. L'esprit qui a impulsé le projet européen, qui a construit des cathédrales et des systèmes de gouvernement complexes, était un esprit de devoir et de sacrifice. Quand le sacrifice civique est vu comme oppression, et le devoir comme fardeau,
L'énergie pour construire et maintenir une civilisation complexe s'épuise, entraînant des conséquences qui dépassent le cadre personnel et affectent la géopolitique. L'expansion de ce processus est subtile, mais constante. Dans les universités françaises, l'universalisme masculin, l'idée que l'individu transcende le groupe, est attaqué comme un déguisement du pouvoir blanc. En renversant cette idée centrale, la France perd son principal mécanisme de cohésion sociale, la capacité de traiter tous les citoyens sous la même loi de la raison, indépendamment de l'ethnicité ou du genre. L'homme, en étant forcé de se voir seulement comme membre d'un groupe oppresseur, perd son identité individuelle et civique. Les conséquences de cette érosion sont claires dans les signes de frustration sociale. L'augmentation de la violence urbaine et la croissance de mouvements radicaux, à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, sont, en partie, la réponse masculine désorganisée à cette crise de sens. C'est l'énergie virile, niée dans son rôle constructif de protection et de provision, se manifestant de manière destructive. L'homme ne disparaît pas, mais sa force, lorsqu'elle n'est pas canalisée par le devoir, se tourne contre le système ou contre lui-même. C'est une guerre pour le sens. Si le sens d'être homme en France est synonyme de culpabilité historique et de toxicité inhérente, le résultat logique est la désertion de ce rôle. L'attaque est une stratégie de saturation. Saturer l'environnement culturel avec des récits qui minent la confiance en soi et la légitimité de la figure paternelle et civique, rendant la résistance mentalement épuisante. Ça me saoule. La révélation ici est que la crise n'est pas organique, mais induite. L'archétype d'un homme qui sert, qui protège, qui édifie, est délibérément remplacé par un archétype de l'homme consommateur, passif et coupable. La profondeur de la crise exige que le spectateur comprenne que son expérience personnelle de découragement est, en fait, le reflet d'une bataille idéologique plus vaste qui se déroule dans les institutions les plus sacrées de la nation. Le défi est de déchiffrer l'intention cachée derrière la déconstruction. Elle ne vise pas à un équilibre sain entre les genres. Elle vise à un déséquilibre structurel qui facilite la gouvernance de masse déliées. Une société sans lien paternel solide est une société d'individus isolés, plus facile à contrôler par une bureaucratie supranationale ou par des récits médiatiques simplistes et émotionnellement trop accrocheurs. Ce qui est en jeu est, en fin de compte, la souveraineté de la France. Une nation qui perd la capacité d'inspirer ses hommes à être forts et responsables, qui les pénalise pour vouloir être des piliers, est une nation qui abdique de sa propre force interne. La déconstruction de la masculinité française est le préambule à la perte de l'indépendance culturelle et politique sur la scène mondiale. Le conflit central qui définit l'âme de la France aujourd'hui ne se déroule pas dans les rues, mais dans les concepts, c'est le choc inévitable entre l'archétype du père héros et l'archétype du chaos dissolution. D'un côté, nous avons l'héritage de la tradition, qui exige de l'homme la responsabilité d'être le pilier structurel, le pourvoyeur de l'ordre rationnel, le gardien de la polée. Cet archétype, même s'il a besoin d'être affiné, porte la force de la civilité et du devoir. De l'autre côté, la déconstruction promeut le chaos de la fluidité identitaire, le déni de toute hiérarchie et le démantèlement de toute forme structurée. Cet antagonisme est structurel et opère sur trois fronts. Le premier est l'histoire. La tradition vénère le passé comme source de sagesse et de fondation, le legs de la révolution, la résistance. La déconstruction le diabolise comme un catalogue d'oppression qui doit être réécrit ou effacé. En diabolisant le passé, la déconstruction retire à l'homme moderne l'accès au modèle de force et d'honneur qui lui donnait un sens, le laissant sans racines et sans boussole morale pour l'avenir. Le deuxième front du conflit réside dans la famille. Le père héros est le principe actif qui confère forme et limite au foyer. La déconstruction, opérant à travers des récits médiatiques, par contre, parfois, des lois familiales, attaque la légitimité de ce principe, transformant le père non pas en partenaire, mais en une figure jetable, dans le pire des cas, en un risque inhérent. Lorsque la figure paternelle est affaiblie, le noyau familial devient instable, et la société, qui se construit à partir de la famille, perd son unité la plus fondamentale. Le troisième front, et le plus insidieux, est la sphère publique. L'homme, en tant que citoyen, est l'agent qui, par son vote et son engagement civique, soutient la nation. La déconstruction, en saturant l'environnement de la culpabilité toxique et de la paranoïa de la domination, mène au désengagement politique et social. Le résultat est une érosion de la participation masculine dans les corps civiques, laissant l'espace public ouvert pour être occupé par des forces idéologiques radicales ou par une bureaucratie qui opère au-dessus des intérêts nationaux légitimes.
Ce choc est inévitable parce qu'il représente la bataille spirituelle entre ordre et chaos. L'archétype du père, dans son essence, cherche à imposer la forme à la matière, rendant le monde habitable et prévisible. L'archétype de la dissolution cherche l'état primordial de fluidité et d'absence de limites, où tout est permis, par conséquent, rien n'a de valeur. L'homme français, avec son héritage de raison et d'architecture sociale, est la cible primordiale de cette force, car il représente la résistance la plus forte à la dissolution complète de l'Occident. Par conséquent, le champ de bataille est le cœur et l'esprit de l'homme ordinaire. Il est contraint de choisir entre le devoir, qu'il exige fort et responsable, mais l'étiquette comme oppresseur, et la passivité, qui lui offre acceptation sociale et facilité, mais le condamne au vide existentiel. Le conflit central est la pression pour qu'il trahisse l'héritage de ses ancêtres et abdique de son rôle de gardien, échangeant le poids de la responsabilité contre la légèreté toxique de l'irresponsabilité. La crise de l'archétype masculin français n'est pas un événement inédit, mais la répétition d'un schéma cyclique qui marque la décadence des grands empires. Pour comprendre la gravité du moment, nous devons établir un parallèle historique avec la chute de Rome. Rome n'a pas été conquise uniquement par des armées barbares. Elle s'est effondrée de l'intérieur lorsque ses citoyens, épuisés par leurs devoirs civiques et séduits par le confort et l'inaction, ont négligé le culte de la virilité, non pas la virilité de la force brute, mais celle du devoir et de la responsabilité pour la res publica. Ce qui se déroule aujourd'hui en France, le désengagement de la vie publique, la recherche incessante du plaisir immédiat et le rejet du sacrifice nécessaire, reflètent la décadence du citoyen romain, qui a échangé le forum contre les arènes et les bains. Quand l'homme abandonne son rôle de gardien de la police, de pilier actif dans la défense de la culture et de l'ordre, il ouvre l'espace pour que des idéologies ou des puissances externes, qui valorisent encore la cohésion identitaire et le sens collectif, occupent le vide de pouvoir et de moralité. Un autre parallèle sombre est la République de Weimar en Allemagne. Après l'humiliation de la Première Guerre mondiale, la crise des valeurs et la désorientation existentielle ont balayé la société. La masculinité traditionnelle a été ridiculisée, la culture est devenue hyper-révitrice et déstructurée, et la jeunesse masculine s'est retrouvée sans ancre morale. Cet environnement de fragmentation et de nihilisme, généré par la démoralisation structurelle, a pavé la voie à l'ascension d'idéologies radicales qui promettaient de restaurer l'ordre et le sens, même par des moyens tyranniques. C'est le danger en France, le vide de sens laissé par l'effondrement du chevalier, le chevalier honorable, peut être comblé par des figures de leadership qui offrent la force sans la sagesse ou l'ordre sans la raison. Le cycle se répète, l'excès de confort et la démoralisation mènent à l'apathie. L'apathie mène à la crise de sens. Et la crise de sens, désespérée de trouver un sens, embrasse le radicalisme qui promet de restaurer, même de manière destructive, la dignité perdue et le rôle d'homme. Dans le domaine du récit religieux ou spirituel, l'abandon du devoir de l'homme comme prêtre du foyer ou gardien du feu est une analogie puissante. L'idée n'est pas littérale, mais symbolique. L'homme est celui qui protège le sacré, la famille, les valeurs, la loi, et maintient le rite, l'enseignement des principes, la discipline, la provision. La France, en permettant la vacuité de ce rôle par la culpabilité culturelle, profane son propre temple civique, invitant, métaphoriquement, à la ruine structurelle et à la perte de la protection morale. En substance, la lutte en France n'est pas pour de nouveaux droits, mais pour la légitimité du principe de la forme. L'histoire nous montre que toute civilisation qui a succombé a d'abord vu l'affaiblissement de son principe actif et structurel, le pôle masculin. Lorsque ce pôle, qui représente l'ordre et la défense, se dissout, la civilisation perd sa capacité d'autodéfense, non contre une armée, mais contre les forces internes de la désintégration, de la superficialité et de la perte de sens. Les preuves conceptuelles qui soutiennent ce récit ne sont pas dans des statistiques froides, mais dans les changements comportementaux et institutionnels de la France contemporaine. Observons le déclin du taux de mariage. L'homme français se rétracte de l'engagement structurel, percevant l'institution non pas comme un pacte de construction, mais comme un risque légal et financier disproportionné. Cette rétraction reflète une perte de confiance dans le système civico-légal qui devrait soutenir le rôle du père et du mari, mais qui, fréquemment, le défavorise en cas de divorce et de garde. Dans les institutions académiques françaises, la critique de l'universalisme masculin est une preuve cruciale. Cette critique, propagée par des secteurs de la culture woke, insiste sur le fait que la raison et la loi, piliers de la pensée française, sont de simples instruments de domination patriarcale blanche.
En délégitimant la raison comme une valeur universelle, ces forces minent la base d'autodéfinition de l'homme français comme l'héritier de Diderot et Voltaire. Le résultat est l'inhibition intellectuelle et l'autocensure, car défendre l'objectivité est devenu un acte politique à haut risque social. Une autre preuve forte réside dans le récit médiatique. Films, séries et campagnes publicitaires françaises, de plus en plus, présentent la figure masculine traditionnelle, le père présent, le leader, le défenseur, soit comme un objet de ridicule, le ringard, soit comme un danger à contenir. Cette constante diabolisation sature l'inconscient collectif et reprogramme l'attente sociale. Pour être accepté, l'homme doit être passif, émotionnellement fluide, par-dessus tout, non assertif dans son rôle structurel. En termes de structure sociale, l'adoption de politiques publiques dans les écoles visant la neutralisation de genre impacte directement la formation identitaire des jeunes. Quand on tente d'effacer les différences archétypales entre le masculin et le féminin, le jeune est privé de modèles clairs de maturité. Pour le garçon, l'absence d'une carte sur comment être un homme fort et bon mène à la confusion et au vide, contribuant à l'augmentation de la désorientation, comme l'indiquent des études, à la détérioration de la santé mentale masculine, comme la dépression et le désengagement. L'augmentation de la solitude masculine est la preuve silencieuse la plus douloureuse. Beaucoup d'hommes français, isolés par la peur d'être étiquetés comme toxiques ou incapables de naviguer dans un environnement social hypersensible, optent pour le repli. Cette solitude n'est pas seulement personnelle. C'est un signe que la société a échoué à fournir un espace où la force masculine, lorsqu'elle est canalisée par le service et l'honneur, est légitimée et célébrée, au lieu d'être immédiatement suspectée et criminalisée. S'y met le débat. Enfin, le comportement des leaders politiques et intellectuels français qui endossent, ou tolèrent silencieusement, cette déconstruction radicale sert de preuve que l'agenda transcende la base sociale et s'est enraciné dans les élites. Quand ceux qui devraient défendre l'héritage culturel de la France deviennent les agents de sa dissolution, l'érosion structurelle est validée de haut en bas. Le scénario de la crise n'est pas une théorie du complot. C'est un plan d'ingénierie sociale qui est exécuté à la vue de tous, masqué par le langage du progrès et de l'inclusion. La tension se construit dans la mesure où l'inaction devient un choix de plus en plus dangereux. Le déroulement des forces en confrontation montre que la dissolution n'est pas en train de ralentir, mais d'accélérer son rythme, soutenu par la vitesse de la communication et de la validation culturelle. L'homme français se retrouve dans un piège de passivité. Plus il se rétracte pour éviter l'étiquette de « toxique », plus l'espace de sa légitimité est rempli par le récit de l'antagoniste, confirmant l'idée que son absence est préférable à sa présence structurelle. Tu rigoles? La progression dramatique nous mène au point où la crise de sens individuel devient une crise de sécurité nationale. Lorsque la force virile n'est plus dédiée au service civique et à la défense de la patrie, la nation perd son énergie réactive. La France, historiquement un pays qui exigeait de ses hommes une grandeur d'esprit et d'action, les encourage maintenant à être petits, centrés sur le confort et l'auto-analyse vide. Ce changement graduel de focus, de la sphère publique à la sphère purement privée et hédoniste, affaiblit la résistance culturelle contre toute influence extérieure. La logique ici est cruelle et implacable. La déconstruction, en brisant la cohésion interne de la société française, crée une vulnérabilité systémique. Comme une structure dont les colonnes sont corrodées, la France tient debout par inertie, mais elle est à un choc près de s'effondrer. La tension réside dans l'imminence de cet effondrement. Les signes de frustration, comme l'explosion de violence dans certaines périphéries ou la polarisation politique croissante, sont la pression interne indiquant que la structure ne peut plus contenir le chaos qui a été cultivé. Émotionnellement, le spectateur doit sentir l'urgence du temps. Nous ne parlons pas d'une crise qui sera résolue en génération. Nous parlons d'un point de bascule qui se produit maintenant, au moment où la génération de jeunes Français grandit sans modèle masculin d'autorité morale et de service désintéressé. Le coût de cette absence sera payé en quelques années, avec la perte de la capacité de la société à s'autogérer et à se défendre de manière lucide et courageuse. La force antagoniste, l'idéologie de la déconstruction, est particulièrement puissante car elle ne lutte pas avec des chars, mais avec le sentiment de culpabilité. C'est la tactique d'usure, maintenir l'homme dans un état perpétuel de justification et d'autocritique, détournant son énergie du devoir de construire vers le devoir de s'excuser. La progression dramatique atteint son apogée lorsque le spectateur réalise que cette culpabilité est un outil de contrôle, conçu pour paralyser la seule force qui pourrait résister à la dissolution. Fais gaffe,
car ce qui vient maintenant change complètement la compréhension de tout ça. La tension nous mène à un dilemme existentiel. La société française est contrainte de choisir entre le maintien de la forme et de l'héritage, qui exige la réaffirmation du principe masculin de responsabilité, et l'étreinte de la fluidité complète, qui promet la paix sociale au prix de la souveraineté et du sens. Ce conflit ne peut être évité. Il culmine au moment où la vérité derrière la crise devient indéniable et le choix, inévitable. Le point de bascule conceptuel arrive lorsque nous reconnaissons que l'attaque contre la masculinité française n'est pas une croisade contre la domination passée, mais un test de souveraineté présente. La révélation n'est pas sur qui attaque, mais sur ce qui est en train de se perdre. Le climax est la perception que la crise d'identité masculine, en fait, une crise de principe actif. Si la masculinité représente le principe de la forme, de la structure et de l'action, sa dissolution ne crée pas l'égalité. Elle crée un vide de pouvoir et de sens. La vérité inéluctable est que la solution ne réside pas dans la reddition au discours de la culpabilité et de la passivité. Le climax exige une inversion de la logique. Le point de bascule est lorsque le récit nous force à admettre que la force qui soutiendra la France à l'avenir n'est pas l'absence de l'homme, mais la réaffirmation de l'homme de principe, un archétype supérieur, intégré et profondément responsable. C'est la distinction entre la force brute, qui opprime, et la force morale, qui protège et édifie. L'insight profond est que la déconstruction a échoué à offrir un substitut fonctionnel à l'archétype du gardien. Elle n'offre que la dissolution, le chaos. Le point de bascule est la clarté que le dilemme n'est pas entre le patriarcat ancien et le progrès liquide, mais entre l'ordre structurel, le devoir masculin de servir, et l'anarchie sociale, l'absence de forme. Le choix auquel la France est confrontée est existentiel. Accepter la fluidité sans forme, qui mène à la vulnérabilité, ou reconstruire l'archétype du devoir. Cette conclusion inévitable exige que l'homme français, et l'occidental dans son ensemble, arrête de chercher une validation externe dans le débat de genre. Au lieu de cela, cherche la légitimité interne à travers le service et le sacrifice. Le point de bascule est la reconnaissance que la crise ne peut être résolue que par la réactivation du principe de la responsabilité, l'homme non comme dominateur, mais comme le roi qui sert son royaume, famille, communauté, nation, avec sagesse, justice et honneur. La narration atteint son pic dramatique en révélant que la tentative de déconstruire l'homme est une stratégie qui, en fin de compte, nous mène à une impasse civilisationnelle. Aucun projet complexe de nation ne peut être soutenu uniquement par le principe de la fluidité et de la dissolution. Il faut le principe de la forme et de la structure. Le point de bascule est l'appel à ce que le spectateur comprenne que son autoréaffirmation est un acte politique et civique de résistance, et non un acte d'égoïsme. Le climax conceptuel est la perception que la crise d'identité est, en fait, un test de courage et de discernement. L'homme qui émerge de ce processus n'est pas le retour à l'oppresseur, mais l'ascension du nouvel homme, celui qui embrasse sa force virile, non pour exercer la domination, mais pour accomplir le devoir de protéger, de pourvoir et d'établir l'ordre rationnel nécessaire à la liberté de tous. C'est la seule voie pour sauver l'âme de la France. La conséquence immédiate de ce point de bascule est la clarté que la crise de sens que vous ressentez au quotidien, la difficulté de communication entre genres et le découragement général ne sont pas des défaillances personnelles, mais des symptômes d'un projet idéologique plus vaste destiné à désorganiser la société. Le sens profond est libérateur. Vous n'êtes pas intrinsèquement coupable de votre force. Vous êtes manipulé pour vous sentir coupable afin que votre force soit neutralisée. La reconnaissance de cette manipulation est le premier pas vers la souveraineté personnelle. Les implications sociales sont immenses. Une société dont la fondation familiale et civique est affaiblie par la vacuité du rôle masculin devient vulnérable sur tous les fronts. La faible natalité, la déstructuration familiale et le désengagement civique ne sont pas seulement des chiffres. Ils sont le reflet de la perte de la volonté de construire l'avenir. Sans le principe actif de l'homme, la société perd la vision à long terme et se concentre sur la consommation hédoniste et la survie individuelle, un scénario idéal pour l'hégémonie de pouvoirs externes qui valorisent la discipline et la cohésion. C'est top, ça, pour eux. Le sens historique est une alerte sévère. La France, en cédant sa force interne, court le risque de perdre son identité culturelle unique et sa capacité à être un phare de raison et de civilité en Europe. La conséquence finale de la crise masculine est l'affaiblissement de l'idée même de patrie, le foyer commun qui exige le sacrifice.
S'il n'y a pas d'homme disposé à assumer le coût et la responsabilité de maintenir l'ordre et les principes, la nation se dissout en un agglomérat d'identités fluides sans cause commune. Pour le spectateur, l'implication personnelle est l'appel à la redéfinition. Le sens de ce qui a été révélé est que la recherche de votre but n'est plus un hobby de développement personnel, c'est un acte de résistance civique. L'éveil au devoir de reconstruire l'archétype de L, homme de principe, commence dans votre propre domaine, dans la manière dont vous vous rapportez au travail, à la famille et à la communauté. La force virile doit être sauvée par la sagesse et le service, et non par la domination obsolète. Les conséquences spirituelles, ou archétypales, nous montrent que le vide laissé par l'absence du père héros sera comblé. Si l'homme n'assume pas sa responsabilité avec honneur et raison, l'énergie destructive, le chaos, gagne en légitimité. C'est une loi de la nature sociale, le pouvoir sera exercé par quelqu'un. Le sens est que votre inaction est, en pratique, un consentement tacite pour que des forces déstructurantes continuent de corroder le tissu social et familial. Par conséquent, ce qui se révèle est l'urgence de la discipline et de la maîtrise de soi. L'homme ne peut plus se permettre l'apathie. La crise lui donne une carte, la douleur ressentie est un signe que quelque chose de valeur est attaqué. Le sens est que vous êtes l'héritier légitime d'une grande civilisation, et votre première et plus importante responsabilité est de défendre l'intégrité de votre propre identité et de votre but, en assumant le rôle de gardien moral et structurel de votre foyer et de votre communauté. La vérité est que la crise de l'homme français, et par extension de l'Occident, est un test final de courage moral. L'histoire ne pardonne pas l'inaction. Ce qui est exigé maintenant n'est pas une révolution armée, mais une révolution du caractère. L'éveil au devoir d'être plus que seulement un individu qui consomme et se distrait, mais un homme qui édifie, protège et sert sur la base de principes inaliénables. La plus grande résistance que vous puissiez offrir à la force de la dissolution est la réaffirmation de votre honneur et de votre responsabilité. L'appel à la conscience est clair. Vous devez être le nouveau chevalier que la France et votre famille méritent. Le champ de bataille est dans votre capacité à établir des limites, à être le pilier rationnel au milieu de l'hystérie émotionnelle, et à être le modèle de force et de tendresse pour la prochaine génération. La force virile, lorsqu'elle est alignée sur la sagesse, est ce qui reste comme rempart contre l'avancée du désordre et du nihilisme qui menace d'effacer l'héritage de la civilisation européenne. Nickel. Souvenez-vous, le prix de l'apathie est la perte totale de l'identité. La crise est sévère, mais la révélation est puissante. La seule issue est la reconstruction personnelle et civique de l'homme qui assume la responsabilité totale de sa vie, de sa famille et de sa nation. La question finale n'est pas s'ils vont arrêter d'attaquer, mais si vous allez finalement vous lever. Si ce contenu a eu du sens pour vous, laissez votre commentaire sur l'archétype du chevalier et abonnez-vous pour continuer à suivre des analyses comme celle-ci.